Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de votre journal, alors que la réforme sur le travail est contestée, nous entendrons 3 voix pour comprendre les inquiétudes, les points d'attention, mais aussi les points positifs que suscite cette loi. Monseigneur Georges Collomb a été nommé hier évêque de La Rochelle. Nous l'avons rencontré à l'annonce de sa nomination. Et puis les délégués européens à la pastorale des migrants étaient réunis cette semaine à Paris pour approfondir la question de l'accueil des réfugiés. Reportage dans ce journal. Dans notre dossier, nous parlerons du traitement médiatique de l'affaire Barbarin avec 2 confrères de la presse chrétienne. Guillaume Goubert, directeur de la rédaction du journal La Croix. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Et Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie. Bonsoir. À tout à l'heure. Et justement, on commence avec le cardinal Barbarin qui s'est exprimé sur plusieurs médias dans le cadre de l'affaire Prénat. Je vous le rappelle, le père Prénat est soupçonné d'actes de pédophilie jusqu'en 1991. À la fin de la semaine dernière, on a appris que la justice avait ouvert une enquête préliminaire pour non-dénonciation de crimes. Elle vise entre autres le cardinal Barbarin qui a rappelé qu'il n'était pas archevêque de Lyon à l'époque des faits et qu'il n'a jamais couvert aucun fait de pédophilie. Hier soir, il s'exprimait chez nos confrères d'Europe 1. D'abord, il y avait des bruits qui couraient, puis après, je l'ai appelé. Et je dis, mais comment telles choses sont-elles possibles? Elle me dit, c'est pas la peine que je vous explique, vous comprendrez pas. Et alors après, j'ai dit aussi, est-ce qu'il s'est passé la moindre chose avec un enfant? Et elle m'a dit, non, jamais. J'étais tellement ébouillanté par cette affaire que jamais. Alors, il s'agissait de faits anciens qui avaient été réglés par mes prédécesseurs. Il n'y avait rien de nouveau. Il n'y avait aucune plainte qui avait été portée par personne. Et donc, j'ai poursuivi la décision de mes prédécesseurs. Alors, si cela est condamnable, qu'on me le dise, mais ma position a toujours été parfaitement claire sur ce sujet. Hier, Monseigneur Georges Collomb a été nommé évêque de La Rochelle par le pape François. Jusqu'ici supérieur général de la Société des missions étrangères de Paris, Monseigneur Collomb succède à Monseigneur Bernard Rousset, évêque depuis 2006. Monseigneur Collomb a été ordonné prêtre par le diocèse de Clermont en 1987. Il est ensuite entré aux missions étrangères de Paris. C'est sa volonté missionnaire qu'il entend mettre maintenant au service de son nouveau diocèse. Le témoignage de mes prédécesseurs aux missions étrangères m'a fait grandir. Le témoignage des prêtres que j'ai rencontrés en Chine, je pense au père Rodozong, qui était administrateur clandestin du diocèse de Kunming, 24 ans de camp de travail, 6 ans de prison, 30 ans de privation de liberté. C'est toujours pour moi chaque jour une leçon de modestie. Les gens qui ont donné de leur liberté, les gens qui ont donné leur sang, doivent sans arrêt nous interpeller, nous dire qu'est-ce que tu fais de ta journée, qu'est-ce que tu fais de ta vie, qu'est-ce que tu donnes dans le fond. Voilà la bonne question. Qu'est-ce que nous donnons au Seigneur? L'un des défis qui m'apparaît évident en premier, c'est justement d'inviter des jeunes à s'engager au service de la mission dans le diocèse. Il y a un séminariste, c'est bien, c'est mieux que rien, mais il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Voilà. J'espère que les jeunes de La Rochelle et de Saintes, de ce diocèse magnifique qui est bien marqué par l'histoire des martyrs notamment, c'est le point commun avec les missions étrangères, se lèveront pour annoncer l'évangile dans ce terrain, dans ce pays. L'intégralité de cet entretien est à revoir sur notre site internet. J'ajoute que le père Rétinger est désormais le nouveau supérieur des missions étrangères de Paris jusqu'à l'Assemblée générale prévue en juillet prochain. Plusieurs syndicats hier de salariés et d'étudiants ont manifesté en France contre la loi El Khomri sur la réforme du travail. Soutenus par les organisations patronales, les opposants craignent de leur côté un renforcement de la précarité, notamment avec le plafonnement des indemnités prud'homales ou encore l'assouplissement du licenciement économique. Pour la jeunesse ouvrière chrétienne qui appelle au retrait du texte, cette réforme va pénaliser les jeunes des quartiers populaires. Quand on a aujourd'hui en job 2/3 des jeunes actifs qu'on rejoint qui sont au chômage, qui sont privés d'emploi, nous ne pouvons que être mécontents des mesures qui sont prises parce que ce n'est pas en allongeant le temps du travail qu'on va permettre à d'autres de rentrer sur le marché du travail. Pour nous, cette loi, elle ne favorise pas forcément l'entrée des jeunes sur le marché du travail, mais plutôt ce que nous on voudrait, c'est plutôt une formation de ces jeunes-là pour connaître leurs droits, pour justement affronter ce monde du travail qui leur fait peur et où ils n'ont pas de prise aujourd'hui. La JOC, elle est pleinement en phase avec les autres visages de jeunes dans la société. Ce que nous on veut, en tout cas ensemble, c'est que le CDI redevienne un norme pour les jeunes, un norme de statut. Nous ne voulons plus de ces emplois précaires, ces statuts, ces dispositifs qui sont empilés les uns sur les autres, en fait, qui ne nous permettent pas d'avoir un emploi durable, donc de construire un vrai projet en tant que jeunes aujourd'hui.
Pour Laurent Bataille, le président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, ce texte peut remettre la confiance au cœur de l'entreprise. Le projet de loi propose finalement une négociation sur le terrain sur l'ensemble des sujets et laisse toute latitude aux chefs d'entreprise et aux organisations professionnelles ou en fait à travers le dialogue social. C'est une manière de pousser le dialogue social. Finalement, on fait confiance à ce qui se passe sur le terrain des entreprises. Et donc, cette confiance permet d'avancer et de résoudre les problèmes le plus proche possible du terrain. L'idée, c'est de changer la culture d'entreprise par laquelle on attend tout de la loi. Et je crois que la loi ne peut pas tout. Et donc, faisons confiance aux hommes. La CFTC, de son côté, tient à rappeler que l'économie doit rester au service de l'homme et non l'inverse. C'est un véritable choix de société qui est posé. Est-ce que l'être humain, la société, la construction de l'économie doit être au service de l'ensemble des citoyens et des salariés, ou est-ce que ce sont les salariés et les citoyens qui doivent être au service des règles économiques ? Ben nous sommes de ceux qui pensons, comme le dit la doctrine sociale de l'Église, que l'économie, c'est un moyen, c'est un outil pour l'épanouissement de l'être humain. Ce n'est pas un but. Eh bien, quand cet outil devient le but, on rentre dans un système qui est dans un système mortifère. C'est tuer les hommes et les femmes quand on veut exiger d'eux qu'ils soient uniquement au service de l'économie et qu'ils n'aient plus la possibilité réelle, et c'est ça le danger de cette loi, d'être les acteurs de leur vie, puisqu'on pourrait leur imposer des horaires et des conditions qui vont à l'encontre d'une stabilité, notamment de la vie familiale, mais aussi de la vie personnelle. Travail toujours, mais en Tunisie cette fois-ci, les ouvrières de l'industrie textile sont exposées à des conditions de travail très difficiles pour des petits revenus. Pour leur venir en aide, un organisme soutenu par le CCFD a mis en place des plateformes d'écoute et d'aide. Samia Bouslama, secrétaire générale du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, est en France jusqu'au 21 mars pour témoigner de son action avec le CCFD. Nous l'avons rencontré. Nous avons une économie en chute et nous avons un taux de chômage qui dépasse 35%. Et donc les jeunes sont déçus parce que c'est eux qui ont fait cette révolution. Et maintenant, ils se retrouvent dans la rue, sans travail et sans avenir sûr. Ils veulent partir vers l'Europe. Avec le CCFD, nous avons un observatoire des droits socio-économiques et des mouvements sociaux. Et donc, chaque mois, on présente un rapport analytique et objectif sur tous les mouvements sociaux. Nous, on voudrait travailler en réseau national ou international, parce qu'on croit que pour un monde meilleur, il faut que les gens travaillent ensemble et que l'échange soit le plus large possible. Et puis demain à 20h40, KTO vous propose une émission spéciale avec le CCFD Terre Solidaire sur l'impact des dérèglements climatiques sur la faim dans le monde. Les évêques d'Afrique du Sud s'inquiètent du racisme persistant. Dans une lettre pastorale publiée mardi, ils appellent les diocèses et les paroisses à surmonter ce fléau en cette année de la miséricorde. Si l'Afrique du Sud est un pays démocratique depuis 30 ans, les discriminations raciales y sont encore très présentes après des décennies d'apartheid. Cette question est primordiale pour l'Afrique du Sud, comme nous l'explique Monseigneur Slattery, archevêque de Pretoria. There comes a moment, I suppose, in a person's history when a person becomes aware that we haven't met, adequately our ideals. Over the last 22 years since independence, since apartheid ended as the official policy of this country, which separated people and allowed racism to flourish, we have, made quite a lot of steps. But the students at the moment have become very, very aware that really and truly the remnants of the old colonial system has not adequately transformed itself. And they say at base we still have not overcome the racial divisions of our society, and more must be done.
L'accueil des catholiques d'Europe envers les réfugiés doit être encore approfondi pour les délégués européens à la pastorale des migrants. Il y a 6 mois, le pape François avait demandé à chaque paroisse d'Europe de s'investir dans ce sens. Jusqu'à hier, ils étaient une quarantaine à Paris pour répondre aux défis liés à l'accueil des migrants. Reportage. On construit l'avenir. La mobilisation des catholiques d'Europe doit se poursuivre. C'est le constat que se sont faits les 17 délégués à la pastorale des migrants des grandes villes d'Europe. Aujourd'hui, il est important de faire bouger les lignes, de faire bouger les consciences, de faire bouger les réalités qui se vivent. Les hommes et les femmes se sont déplacés sur la planète. Donc ça, on ne peut pas l'empêcher. Et si notre humanité n'y répond pas, on va perdre en humanité. La situation que nous vivons ne nécessite pas une réponse d'urgence, mais une réponse dans la durée, de la société, de la politique, de l'Église. Les communautés, les diocèses, nous devons œuvrer beaucoup plus à sensibiliser la société et indirectement aussi à la politique qui a le dernier mot. Une volonté collective, mais qui doit être adaptée à la réalité géographique et politique de chaque pays. Cela fait 2 ans que nous avons commencé à apprendre l'italien aux réfugiés et nous avons constaté que c'est plus compliqué, car c'est des personnes qui sont plus instables et souvent conscientes de ne pas avoir un espoir de trouver du travail. Et donc, il y a, quand on apprend une langue, toutes les références à la vie quotidienne. Et ils ont une expérience de la vie quotidienne qui est différente. Même les situations qu'ils affrontent sont différentes. Et donc, même pour nous, c'est différent. Nous devons inventer une nouvelle manière de leur apprendre, je pense. Mieux connaître la réalité des migrants et accepter leurs différences, c'est le point sur lequel les délégués ont insisté, tout en demandant une application plus forte des institutions civiles, religieuses, locales et européennes. Le juge des tutelles du tribunal de Reims a désigné ce matin Rachel Lambert comme tutrice de son mari Vincent Lambert. Cette décision fait suite à la demande du CHU de Reims pour déterminer un référent qui pourrait représenter légalement Vincent Lambert. Jusque-là, son épouse, qui avait donné son accord à un arrêt des traitements, avait été autorisée par le juge des tutelles à représenter son mari dans les actes civils quotidiens. Alors, qu'est-ce que signifie concrètement cette décision ? On écoute. Concrètement, si, sans avoir les missions spécifiques attribuées à l'épouse de M. Lambert, la situation ne change pas radicalement. Et il semble, selon les propos de son avocat, que cette décision ne lui permettra pas de décider l'arrêt des soins. De prime abord, on peut être surpris par cette décision en se disant le tuteur nommé est l'épouse de la personne concernée, mais il se trouve que le juge n'a fait qu'appliquer le Code civil qui énonce que, en premier lieu, le juge va nommer le conjoint ou le partenaire ou le concubin du majeur à protéger, ensuite les parents et enfin éventuellement un tiers qui est appelé un mandataire judiciaire. Le 55e challenge Alfred de Lavesse est terminé hier soir. Cette compétition de ski destinée aux prêtres et aux diacres européens, adeptes du Touchous, s'est déroulée dans la vallée de la Tinée dans le diocèse de Nice. Cette compétition a été créée par le père Delavet en 1961. Au programme de ces 3 jours, un slalom géant, une course de ski de fond et de nombreux temps de prière. On continue notre magazine avec la chronique du Père de Verre, pour qui reconnaître, c'est naître. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. Cette chronique, elle veut exprimer une gratitude à KTO. Et sans doute alors que cette gratitude, eh bien, vous la partagez, donc c'est une marque de reconnaissance. J'aime bien souligner que reconnaître, c'est toujours pouvoir faire naître. Et il me semble que l'expression est ici extrêmement juste, à partir notamment de ce reportage que KTO a effectué par rapport à une communauté très discriminée, des Roms, issus vraiment d'un quart-monde. Ils vivaient dans des bidonvilles depuis des années et des années, et un certain nombre de ces enfants, si vous avez vu le reportage, précisément n'étaient même pas scolarisés.
Et là, toute la démarche a été précisément de créer un village d'insertion pour permettre à ces enfants d'être scolarisés avec l'éducation nationale, et les parents aussi d'être soutenus sur un plan apprendre à lire, apprendre à écrire. Une ouverture. Et il me semble que ce temps du carême, ce qui nous prépare vers la joie de la Pâque, de la résurrection, nous fait entendre la parole du Christ. Allez, sortez, sortez de vos tombeaux. Eh bien, il me semble que là, nous avons permis précisément à des familles de sortir de leurs enfermements, de ce qui ferme et qui parfois fermente. Si vous avez vu ce reportage, on voit ces enfants courir, enfin, être dans la joie d'apprendre, la joie aussi de découvrir qu'il y a un avenir. Allez, retenons ce mot « avenir ». C'est aussi une communion possible sur le plan spirituel. Pâques n'est-elle pas cette fête qui nous fait advenir vers des perspectives absolument étonnantes? Merci Père de Verre. Qu'est-ce que vous allez découvrir cette semaine dans la presse chrétienne? Réponse tout de suite. Et on commence avec l'hebdomadaire La Vie qui revient sur la rencontre du pape François et une délégation des Poissons Roses, rencontre à laquelle vous avez participé, Jean-Pierre Denis. D'abord, une très bonne nouvelle. Le pape est en pleine forme, pas d'inquiétude sur sa santé. Et puis, quand même, quelques éléments très intéressants dans cette conversation, notamment sur la laïcité. Une critique, d'ailleurs, que Monseigneur Lustiger n'aurait pas renié, une critique des Lumières, en disant qu'il faut dépasser cet héritage, une vision un peu plus ample de la laïcité que celle qu'on a habituellement. Donc, un moment très fort. Puis, je dirais aussi un très fort encouragement pour tout le courant qu'on appelle du christianisme social, qui ne va peut-être pas très souvent à Rome, mais qui là se sent très encouragé. Merci Jean-Pierre. Cette semaine, Famille chrétienne consacre un dossier sur le mouvement européen One of Us, qui a l'ambition de devenir la première force européenne de défense de la vie. Le magazine propose aussi un débat entre Cyril de Queyral, membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC. 13 mars 2013, 13 mars 2016, 3 ans déjà de pontificat pour le pape François. L'occasion pour pèlerins de revenir sur les surprises que nous a réservé le Saint-Père pendant ces 3 années. L'hebdomadaire propose également une rencontre avec Geoffroy Roux de Bézieux, patron chrétien et vice-président du MEDEF. Pour lui, les dirigeants doivent avoir le courage de dire la vérité. France catholique revient sur les élections en Iran du 26 février, favorable au président Rouhani. Yves Lamarck explique comment l'Iran peut désormais réformer sereinement. France catholique consacre également 2 pages à Don Patrick Delaubier, disparu le 28 février. Un grand intellectuel, un grand mystique, un homme d'amitié et un ascète, comme le souligne Bernard Marchadier. L'hebdomadaire Protestant Réforme consacre un dossier sur l'évolution du ministère de Pasteur à l'occasion d'un colloque organisé par l'Association des Pasteurs de France. Rencontre avec des hommes et des femmes qui ont fait ce choix de vie. À noter également cette enquête sur les églises qui soutiennent les candidats à la primaire américaine. Voilà pour votre revue de presse. Sans plus attendre, retrouvons nos 2 éditorialistes. En fin de semaine dernière, on a appris que le parquet de Lyon a ouvert une enquête préliminaire pour non-dénonciation de crime et mise en danger de la vie d'autrui à l'encontre du cardinal Barbarin et de son entourage. C'est le temps de la justice. Nous n'allons pas rentrer dans le détail de l'affaire. Néanmoins, on va parler du traitement médiatique avec vous, messieurs. Alors, vous qui êtes 2 patrons de presse, qu'est-ce que vous pensez de cet emballement médiatique autour de l'affaire du cardinal Barbarin ? Guillaume. Emballement médiatique, c'est peut-être un tout petit peu tôt pour le dire, mais le fait est qu'effectivement la pression augmente. L'emballement médiatique, il vient en partie du fait que le dossier est grave et qu'il y a la nécessité de faire la lumière sur ce qui s'est passé au fil du temps dans ce dossier. Je pense que par moments on est mal à l'aise parce qu'effectivement on voit des médias qui veulent aller plus vite que la justice et qui considèrent que l'ouverture d'une enquête préliminaire, c'est comme si le cardinal Barbarin était déjà mis en examen, voire condamné. Bon, il faut espérer que ce tempo ne va pas continuer à s'accélérer. Mais on est quand même face à une affaire qui est grave, on ne peut pas le nier. Jean-Pierre Denis. C'est une affaire qui est évidemment grave, mais ce n'est pas l'affaire Barbarin qui est grave. C'est l'affaire de ce prêtre pour des actes qui ont été commis
j'allais dire, au XXe siècle. Ce qui, en revanche, relève du traitement médiatique, moi, me choque, franchement parler, me choque, je vais le dire assez franchement, oui, sur votre plateau. Évidemment, d'abord, quand on regarde, comme je l'ai fait, et de manière assez précise, comment cette affaire qui relève de ce prêtre devient une affaire Barbarin, il y a d'abord une offensive sur les réseaux sociaux qui est très clairement menée par des partisans, des gens qui se sont, disons, affrontés au cardinal Barbarin au moment du débat sur le mariage pour tous. Et il y a une forme de, je ne dirais pas forcément de vengeance, mais visiblement, politiquement, certains veulent lui faire payer son engagement de l'époque. Et ça, c'est quand même assez choquant. Alors évidemment, quand on dit ça, on va dire « Oui, mais vous n'avez donc aucune considération pour les victimes ?» Bien sûr que si. Et moi, je suis très tranquille pour dire ça, parce qu'il y a 15 ans, j'avais publié une enquête dans La Vie intitulée « Des gourous dans les couvents ». On avait dénoncé un certain nombre de problèmes dans des communautés religieuses. J'ai une position extrêmement ferme sur ces sujets. J'étais par exemple pour la dissolution des légionnaires du Christ au moment où on a découvert les scandales liés au Père Massiel. Donc je suis pour une position extrêmement ferme. Mais pour autant, on n'est pas obligé d'être complètement dupe de tout ce qui est en train de démarrer un peu trop fort, un peu trop vite et de manière un petit peu trop caricaturale. Et si on entend tout cet écho médiatique, justement, est-ce que ça discrédite toute la lutte que l'Église a faite pour lutter contre la pédophilie, selon vous ? Ben, c'est difficile parce que justement, on est dans un piège, en fait. On peut pas répondre. Ce qu'on ne voit pas, en fait, et ce qu'on ne veut pas voir, c'est la temporalité, qui est quelque chose de fondamental. La discussion qu'on a aujourd'hui sur l'attitude de l'Église face à ces questions n'est pas la même que celle qu'on aurait eue avant le pontificat de Benoît XVI. Benoît XVI a changé beaucoup de choses. Et donc, évidemment, ce contexte-là, il faut le prendre en considération. Sauf que quand on introduit de la nuance, de la distance, tout de suite, évidemment, on peut être suspecté encore une fois, d'avoir une forme d'indifférence vis-à-vis du sort des victimes. Moi, je suis un père de famille, je suis évidemment pas du tout indifférent et je sais que dans l'Église, et je l'ai écrit et je l'ai dénoncé, il y a autrefois, et il n'y a pas si longtemps que ça, c'est vrai, on avait tendance à fermer les yeux par peur du scandale. Mais je pense qu'on peut dire que les choses ont changé, et je pense que le cardinal Barbarin, justement, appartient à cette génération qui a changé les choses. Guillaume. On peut dire que l'Église de France a été plutôt pionnière dans ce domaine, en prenant des dispositions, déjà toute une série de dispositions en 2000 ou 2001, et a mis au point des procédures, des routines, entre guillemets, dans le bon sens du terme, pour faire face à ce genre de situation. Donc l'Église de France a été en amont du reste de l'Église, en tout cas en Europe, sur ces questions. Et alors en même temps, il est clair que, je disais, c'était les années 2000, il y a une quinzaine d'années, il est certainement, à certains moments, nécessaire de se reposer la question, de se demander si on n'a pas relâché la vigilance un petit peu trop, est-ce qu'on n'a pas repris d'anciennes habitudes qui n'étaient pas bonnes, etc. Et que peut-être que l'affaire que nous sommes en train de traverser peut contribuer à ce que dans les diocèses, on se repose la question et qu'on revalide les procédures pour faire face comme il le faut à ce type de scandale. Et pourquoi, une fois de plus, cette affaire, pour vous, elle est autant médiatisée ? Elle est médiatisée parce que d'abord, il y a véritablement un scandale. Ensuite, parce qu'il y a une fascination, sans doute, pour une part, il y a les motifs qu'a évoqué Jean-Pierre il y a quelques minutes. Je pense aussi qu'il y a une fascination un tout petit peu morbide pour ce type de sujet. Et enfin, ça se passe dans le contexte de la sortie d'un film qui s'appelle Spotlight, qui raconte extrêmement bien ce qui s'est passé dans le diocèse de Boston vers les années 2000, justement. Et donc, tout ça crée une espèce de toile de fond où, passez-moi l'expression, effectivement, le film se déroule. Enfin, il y a aussi quand même un autre aspect, je ne suis pas en désaccord avec ça, mais il y a aussi un autre aspect qui est lié à la façon dont, aux conditions même dans lesquelles les journalistes travaillent aujourd'hui. Moi, j'étais confronté la semaine dernière à une polémique complètement hallucinante à la suite de cette rencontre avec le pape qu'on évoquait, où j'ai choisi de transcrire strictement
fidèlement, sans aucun jugement, le développement même de la pensée du pape, et on est allé, certains médias, extraire de mots, invasion arabe, pour faire dire au pape le contraire de ce qu'il voulait démontrer. Donc ça, c'est une façon de travailler aussi, d'une part de nos confrères, pas de tous, avec une pression économique qui est très forte sur des sites d'information. Ce n'est pas toujours de l'idéologie, ce n'est pas toujours quelque chose qui est contre l'Église. Je pense qu'il ne faut pas du tout l'interpréter toujours comme ça, de manière, je dirais, paranoïaque. Simplement, il y a une pression économique à la production d'une information qui est une information qui fait de l'audience, qui fait du clic, qui fait du buzz. Et ça, c'est aussi un phénomène dans lequel on est. Et en ajoutant à ça, aussi une certaine méconnaissance de la façon dont l'Église travaille. Je voudrais juste prendre un petit exemple. Un de nos confrères qui me demande si l'Église de France va prendre des mesures, va destituer le cardinal Barbarin. J'explique tout simplement que l'Église de France n'est pas la succursale d'une multinationale, les auditeurs, les spectateurs de KTO le savent bien, et que donc un évêque est nommé ou révoqué, le cas échéant, par le pape. La conclusion, c'est donc que l'Église de France ne va rien faire. Donc cette façon d'aller tout de suite à un raccourci tellement raccourci qu'il devient le contraire d'une information, ça aussi, moi, ça me dérange. Alors justement, cette information, pour terminer, pour vous, quelle est la façon la plus juste pour la traiter, particulièrement cette affaire Barbarin, et comment vous avez choisi de la traiter? Nous, on a choisi de mener une enquête assez longue et assez approfondie. Il y a une journaliste qui a travaillé longtemps, qui a rencontré beaucoup de protagonistes, notamment le cardinal Barbarin lui-même qui nous a accordé une interview. On y a consacré un espace important dans le journal. J'ai reçu ensuite des lettres de lecteurs qui protestaient contre cet espace en disant que c'était trop. Moi, je ne pense pas, parce que justement, je pense qu'il est nécessaire de décrire les faits de manière précise, de façon à ce qu'on puisse comprendre la complexité de cette affaire, la complexité de la chronologie, qu'effectivement, il y a Jean-Pierre y faisait allusion tout à l'heure, je veux dire, et ça a été dit dans votre sujet tout à l'heure, le cardinal Barbarin est arrivé sur ce dossier longtemps après les derniers faits criminels connus. Voilà, il fallait raconter tout ça en détail. Et depuis, nous n'en avons pas reparlé autrement par de brefs articles pour signaler les développements d'actualité. Je pense que nous avons un devoir d'information, c'est que nous devons mettre à la disposition de nos lecteurs de quoi bien connaître les faits et se faire leurs propres convictions. Jean-Pierre, pour Même conclure. chose, on a fait une double page en essayant de résumer une affaire qui est composée de plusieurs couches en fait différentes. Les faits commis par ce prêtre, premier sujet. Deuxième sujet, la gestion de cette affaire par le cardinal Barbarin. Les archevêques successifs. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu 2 autres archevêques de Lyon, entre le cardinal de Courtrai et le cardinal Barbarin. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.